Salut, salut! Et voilà, le soleil se lève doucement sur le site de la nature à l'état pur. Je suis de retour sur le lac des Castors. Voilà, j'avais eu envie de venir vous montrer le barrage. Et par la même occasion, vous en dire un peu plus sur les castors. Pour ceux qui ont vu la première vidéo que j'avais faite, où j'en parlais un peu, je vais essayer de mettre le lien là, hop, vous cliquez puis allez voir la première vidéo. Vous aurez peut-être remarqué que j'étais pas très sûr de moi quand je parlais en ce qui concernait du castor. Et en effet, du coup je me suis dit bon, je vais quand même aller me renseigner un peu plus. Et j'ai vu que je racontais un peu n'importe quoi et que c'était pas tout à fait ça l'idée du barrage du castor. Et donc on va aller voir ça, vous allez me suivre et puis je vous raconterai un peu plus précisément ce que j'ai découvert. Vraiment ça m'a fasciné, le castor c'est un animal fascinant et ces réalisations là, les barrages, encore plus. L'impact que ça peut avoir au niveau local et même au niveau global sur l'écosystème, c'est assez impressionnant. Donc je vais vous en dire un peu plus tout au long là, et puis je vous dis à toutes, là je vous emmène sur le barrage. Alors il faut savoir que le castor il serait parti en Amérique du Nord, du Canada jusqu'au Mexique. On en trouve un peu partout, dans tous les écosystèmes. Partout où il y a de l'eau en fait. Et à l'arrivée des colons, il s'est produit une véritable ruée vers le castor. Les trappeurs sont mis à chasser en masse le castor pour sa fourrure qui était envoyée en Europe pour fabriquer les chapeaux de ces dames européennes qui raffolaient des chapeaux en peau de castor. À tel point que le castor a quasiment disparu de la plupart de ses habitats au cours des derniers siècles. Puis petit à petit, au début du 20e siècle, il y a quand même commencé à avoir une prise de conscience par rapport à l'intérêt que le castor pouvait avoir pour un bon nombre de raisons que je vais évoquer un peu plus tard. Donc ils ont commencé à le réintroduire à partir des années 1940. Et maintenant, la réintroduction c'est quand même bien passé, il a été réintroduit un peu partout. Notamment ici au Québec, il a déjà a priori reconquis tout son territoire originel. Alors on a la chance là d'avoir 2 nids de hérons cendrés. Alors je vais pas trop m'approcher quand même, histoire de pas les effrayer, parce que en fait c'est des jeunes là qui sont en train de nicher. Ils attendent que leurs parents leur ramènent la bouffe. Si on arrive bien à voir, il y en a 3, il y en a 3 dans chaque nid en fait. Avec le zoom, ça bouge un peu. Désolé, je suis en train de me faire piquer. Alors voilà, c'est assez impressionnant parce qu'on voit qu'il y a quand même un beau petit dénivelé là. Il y a bien, je ne saurais pas dire exactement combien, peut-être plus d'1 mètre de différence entre avant et après le barrage.
Et a priori les barrages de castor ça peut faire entre 20 cm et des fois plus d'1,50 m de dénivelé entre les deux côtés du barrage. Et le plus grand barrage de castor qui a été retrouvé, qui est connu en fait, fait 850 mètres de long. Donc c'est quand même un sacré ouvrage. C'est sûr, c'est pas une famille de castors toute seule qui fait ça, mais carrément toute une communauté en fait. Voilà. Et donc le castor en fait se nourrit, contrairement à ce que je disais dans la première vidéo, se nourrit des écorces, principalement des écorces des arbres qu'il abat pour justement construire son barrage, et aussi un peu du bois et des feuilles de ces arbres, et puis de quelques herbacées et de plantes aquatiques telles que les nénuphars qui poussent en nombre sur ces lacs. Alors à quoi sert le barrage, hein? Parce qu'en fait il a bien une utilité pour le castor. Le castor il vit dans des terriers ou alors dans des huttes qu'il fabrique sur le lac, des huttes coniques. Et les accès de ces terriers ou de ces huttes sont sous l'eau en fait. Hein, ça permet de le protéger des prédateurs qui ne peuvent pas accéder du coup au terrier. Et le barrage va permettre au castor de maintenir un niveau d'eau constant, donc que ce soit pendant les crues, pendant les sécheresses et même l'hiver en fait, pour lui permettre d'accéder à son terrier et de laisser l'entrée tout le temps sous l'eau. Donc l'hiver, bien sûr, cette entrée du terrier doit se retrouver sous la glace, mais accessible. Le castor n'hiberne pas, mais ce qu'il fait en fait, c'est qu'il va récolter des branches des arbres qu'il affectionne et il les plante dans la boue près de l'entrée de son terrier. Et c'est comme ça qu'il va se nourrir pendant l'hiver. Voilà. Donc il fait ses petites réserves et il les garde sous l'eau. Vous voyez là, on arrive peut-être à voir un peu l'eau là-bas en contrebas. Mais il y a bien ouais, plus d'1 mètre là, 1,50 m. C'est assez impressionnant. Me voilà sur la partie aval du barrage. Alors le castor, considéré en fait comme une espèce ingénieure, parce qu'il va complètement modifier la morphologie de l'écosystème dans lequel il vit. Il a plusieurs caractéristiques. Il est considéré comme un constructeur bien sûr, puisqu'il construit des barrages. Et il est reconnu pour son endurance, sa persévérance, sa patience et sa capacité de travail en fait. Ça, ce sont les principales caractéristiques du castor. Parce que on peut détruire 100 fois le barrage d'un castor, 100 fois il va revenir et le reconstruire. Mais plus encore, c'est un travailleur, oui, mais il travaille pour le bien commun. Peut-être ne le sait-il pas, mais c'est pas seulement pour protéger son terrier qu'il fait ses barrages, parce que les barrages de castor sont reconnus pour avoir d'innombrables effets bénéfiques sur l'écosystème. Un des effets les plus évidents du barrage de castor sur l'écosystème, c'est le fait que ça augmente le nombre et la taille des zones humides. Et donc rien que ça, ça a un effet important sur l'écosystème, puisque ça va vraiment augmenter la biodiversité ainsi que la biomasse disponible. Donc ça bénéficie à peu près à toutes les espèces qui vivent par ici, que ce soit les oiseaux, les batraciens, les mammifères,
les poissons, les reptiles. Tout le monde y trouve son compte. Hein, c'est vraiment la biodiversité qui augmente et la biomasse en quantité de matière qui augmente elle aussi, pareil pour les végétaux. Donc voilà le premier effet bénéfique du barrage du Castor. Ensuite, il a plein d'autres bénéfices. Par exemple, les Indiens, à l'époque où les Indiens appartenaient encore à cette terre, les étendues d'eau créées par les barrages de Castor leur permettaient de remonter les cours d'eau beaucoup plus facilement et beaucoup plus loin que s'il n'y avait pas de barrage. Ensuite, ça a été remarqué que plus il y a de barrages de Castor, en fait, plus le nombre et l'ampleur des crues et des incendies de forêt va diminuer et être régulé. Donc c'est pour ça qu'ils sont souvent, les gouvernements sont assez motivés pour introduire le castor. Par exemple dans l'Idaho, les castors ont été réintroduits par parachutage, parce qu'il y a plein d'endroits qui sont très difficilement accessibles. Et ils ont introduit les castors par parachutage pour limiter les crues en fait. Voilà, puisque les barrages permettent de réguler tout ça. Vu qu'il y a plus d'humidité, il y a moins d'incendies. Et les crues sont régulées grâce au barrage. Ensuite, ça permet aussi le rechargement des nappes superficielles et phréatiques. Et par la même occasion, la résurgence des sources qui se trouvent aux abords et en aval des barrages est augmentée. Ce qui profite à toute la forêt alentour dans son ensemble, puisque plus d'humidité, donc voilà, plus de vie quoi. Donc ça s'arrête pas là, puisque en plus de ça, le barrage va permettre de lutter contre l'érosion et va créer des zones de sédimentation, donc qui empêchent les sédiments de se retrouver dans les estuaires, donc diminue l'envasement des estuaires des grands fleuves. Tout ça grâce à des petits barrages de castor qui se trouvent un peu partout en amont sur les rivières, les petits cours d'eau, les petits ruisseaux. Donc en plus de ça, qu'est-ce qui se passe aussi, oui, c'est que les barrages de castor filtrent l'eau, donc ça permet d'épurer l'eau et de réduire son acidité. Donc voilà, l'eau de meilleure qualité. On a même remarqué lors d'une marée noire sur le lac Lubicon que la marée noire, qui a été créée par une fuite dans un pipeline, a été entièrement contenue par un barrage de castor. Et donc la marée noire ne s'est pas étendue plus bas, ce qui était d'ailleurs un territoire indien qui a été donc protégé par les barrages de castor. Et puis, dernier mais pas des moindres, ces zones humides là se créent des tourbières qui sont en fait les écosystèmes qui stockent le plus de CO2. Donc, encore un avantage des castors, c'est qu'ils nous permettent de lutter contre l'effet de serre et donc contre le changement climatique. Donc voilà, vous voyez, ça fait un sacré paquet d'avantages. Hein. Vraiment, on a tout intérêt à protéger le castor. Voilà. Et castor, il est à la fois bon pour l'écosystème, il est aussi bon pour l'écosystème, on va dire local et même global. Donc il est bon pour la planète, donc il est bon pour nous les hommes. Hein. Donc protéger le castor, c'est se protéger nous-mêmes.
Alors le castor ici, en Amérique du Nord, mais ça doit être vrai aussi par chez nous en Europe, il a coévolué avec de nombreuses espèces aussi bien végétales qu'animales. Notamment les truites et les saumons sont tout à fait adaptés pour passer les barrages de castors. Et puis ici particulièrement l'orignal, qui est un peu l'équivalent de l'élan chez nous en Europe. L'orignal, c'est le seul animal, le seul mammifère terrestre qui est capable de brouter la tête dans l'eau. Et ces genres de zones humides créées par les castors, c'est l'habitat parfait en fait pour les orignaux qui trouvent ici tout leur bonheur, puisqu'ils peuvent brouter à foison toutes ces touffes d'herbes là qui poussent, toutes ces herbes qui poussent dans l'eau. Donc voilà, ils ont coévolué, pareil avec les arbres en fait que les castors utilisent pour faire leur barrage, parce qu'on dit par exemple qu'ils recèpent, donc c'est-à-dire quand ils plantent leurs branches au fond de la boue là, pour faire leur réserve, et les morceaux de bois vont continuer à pousser, vont créer des racines qui vont solidifier les berges et créer des petites feuilles là qui vont créer des petits arbustes qui vont être là et participer à l'enrichissement de l'écosystème. Voilà donc quelques petits exemples. Et écoutez, ça m'a fait bien plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. J'espère que vous aurez apprécié autant que moi la petite balade. Et si vous avez des questions, des commentaires, posez-les en dessous, là, j'y répondrai. Et puis aussi si vous pouvez partager, certains d'entre vous ont peut-être des connaissances concernant d'autres animaux qui auraient des propriétés un peu similaires au castor, là, un peu bénéfiques pour l'écosystème dans son ensemble. Écoutez, partagez vos connaissances, comme ça on apprendra tout ça ensemble. Et puis si vous avez apprécié, mettez un petit j'aime, partagez la vidéo et puis abonnez-vous à ma chaîne pour connaître la suite des aventures. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.